que ce soit à l'interne ou à l'externe, un coup qu'on réalise c'est où que le bas blesse, et on sait exactement le plan d'action. Plus que ta business et ta maturité, plus que ça devient difficile. Parce que là, tu joues dans des décimales d'amélioration, ça devient extrêmement difficile. Puis c'est là, il faut envisager d'autres moyens plus complexes, plus de A/B testing, etc. Yannick Manuri, tu es CMO sur mesure chez Manuri Stratégie où tu aides les entreprises à stimuler leur croissance grâce au marketing de performance. Après plus de 20 ans d'expérience en marketing numérique, tu as travaillé dans des grandes agences de publicité avec des clients majeurs. Tu as fondé Expresso Jobs et été associé dans une agence de marketing numérique très connue à Montréal. Yannick, merci beaucoup d'être sur le podcast Commercialite aujourd'hui. Merci de me recevoir, Antoine. Dit de même, là, tu résumes un peu, mais 22 ans de carrière, j'ai de l'air hot. Dit comme ça, je devrais m'inviter plus souvent, c'est bon pour mon ego. Avoue que c'est bien, se faire présenter comme ça au début, là, ça donne un petit peu de confiance par la suite pour le podcast. Dans ce cas-là, parlons un peu de ton parcours. Donc, comme je le disais, tu as eu plusieurs expériences, tu as fondé Expresso Jobs, ce que je trouve assez intéressant. Peut-être tu pourrais nous dire un petit peu ce qui t'a amené, après toutes ces belles expériences-là en agence, du côté entrepreneurial, ultimement à te lancer un peu comme CMO sur mesure et fondamentalement, qu'est-ce que ça fait un CMO sur mesure? Je vais te reprendre parce que ça arrive souvent que les gens utilisent CMO sur mesure. Puis, oui, c'est sur demande, effectivement. Sur mesure, CMO on demand, CMO fractionnel. Donc, il y a plusieurs... je pense que pour répondre à tes questions, il faut comprendre un peu mon background. Là, j'ai de l'air à me vieillir de beaucoup, là, mais ça fait 22 ans. Moi, je suis dans le marketing numérique, dans le marketing at large, mais je me suis spécialisé vraiment dans tout ce qui est numérique. À l'époque, on appelait ça digital. On appelait ça, à la limite, juste web, là. Mais écoute, j'étais aussi à l'époque qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça allait devenir le marketing numérique. Fait qu'on dirait que j'ai 200 ans, mais ça remonte à là, pas si longtemps. J'ai travaillé, mon début de carrière a été au Journal Voir. Puis, c'était au moment, pour ceux qui se rappellent du Journal Voir, ça dépend de votre de votre âge. Mais, le Journal Voir commençait à se numériser. Le Voir, la manière qu'il survivait, tout simplement, c'était par les revenus publicitaires. Donc, essayer de reproduire un peu le même modèle sur le web. Je suis un représentant numérique. Puis, ce qui était plus difficile, ce n'était pas de vendre le web, de vendre le Voir. Ça, c'était facile. C'est de dire vendre le numérique. Qu'est-ce que c'est le numérique? Donc, bref. Tout ça pour dire que au Voir, je côtoyais ceux qui annonçaient, c'était surtout les grandes agences. Donc faire le saut des ventes jusqu'aux grandes agences m'intéressait énormément. Je fais le saut chez Marketel, une agence qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était quand même la deuxième plus grosse agence au Québec à l'époque. Puis j'ai eu la chance de faire le saut là, à travailler avec des clients qui, à mes yeux, étaient inaccessibles. Là, je suis en début de carrière, je travaille avec des Air Canada, Maple Leaf New York, Mastercard. Ça finit pas, L'Oréal. On peut en nommer longtemps. Puis ils sont arrivés, puis on dit, hey, on connaît pas ça, le web. Personne ne connaît ça. C'est nouveau. On me lance une couple de millions sur la table, apprends vite. Puis fais des erreurs, mais pas trop souvent. Donc, j'ai eu un grand terreau fertile à bâtir le département de marketing numérique à l'époque. J'ai fait le saut après chez Touché PhD, une agence qui est plus spécialisée dans le média et médias numériques. Encore là, dans le département numérique. Puis là, je me rends à 29 ans. J'étais encore tout jeune, rendu là. À 29 ans, puis je manquais, grosso modo, je manquais de challenge. Je savais pas c'était quoi. Je pouvais pas le nommer. Je pense que le côté, aujourd'hui, je suis capable de dire, c'est le côté entrepreneurial. Mais je dis, il y a quelque chose qui me manque. C'est pas l'agence. L'agence est merveilleuse. Mes collègues sont merveilleux. Il me manque de quoi? Que je me lance dans le vide. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là, mais je me lance dans le vide. Puis je pars à mon compte à titre de consultant marketing numérique. Il n'y avait pas vraiment d'agence numérique à l'époque. Fait que pour moi, je veux dire, la clientèle pleuvait. J'étais un one-man show pendant 10 ans. J'avais un blog très actif, donc ça attirait des clients encore là que j'en reviens même pas que j'ai eu l'occasion de travailler avec ces clients-là aujourd'hui. Je manque de challenge encore. Je me dis, pourquoi pas me donner un autre layer. Je pars Expresso Jobs, qui était le site d'emploi, qui est un site d'emploi spécialisé en communication
et jusqu'aux jeux vidéo et le numérique en général. Donc, je me rajoute ça pendant une couple d'années, mais un petit changement dans ma vie. J'ai mes enfants naissent. J'ai un ultimatum de ma conjointe qui dit hey, « Écoute, c'est beau tes projets, mais il va falloir réorganiser un peu tout. Je vends Espresso Jobs, je vends mon portefeuille client, je joins une agence de marketing numérique qui est Dialecta à titre d'associé. Puis je me donne le défi avec mon associé puis l'ensemble de la boîte de doubler la boîte, de doubler les chiffres d'affaires et les effectifs de la boîte en 5 ans. Puis on l'a atteint. Puis après ça, je dis OK, what's next? What's next? Je vois, on double encore sur les 5 prochaines années. C'est là que j'ai décidé, pour répondre à ta question, de revenir à mon compte, parce que je te dirais le côté qui me manquait, c'est de parler avec des dirigeants. Ultimement, je parle quand je rencontre des futurs clients à titre d'associé d'une agence, c'est sûr que je rencontre les dirigeants, mais après ça, quand le deal est fait, c'est les équipes qui prennent le relais et j'ai moins d'accès quotidien avec les dirigeants, puis ça me manquait. Donc revenir à mon compte était une belle solution. Puis là, j'ai au lieu d'offrir le modèle agence comme je fais à titre de consultant à l'époque, le CMO sur demande était quelque chose qui semblait à l'époque impensable, mais aujourd'hui beaucoup. Donc c'est ce volet-là de service qui a pris de l'ampleur. Puis que j'exploite depuis, on dirait le temps passe vite, là, mais depuis peut-être 2 ans déjà. 2 ans. Ouais. Puis parle-moi un petit peu de ces cas-là, parce que là, tu as une expérience assez formidable, tu viens de nous l'expliquer, ça donne davantage de contexte à notre audience, et parlant de notre audience qui est composée, je dirais, de gens dans le marketing numérique comme toi, mais également dans le commerce électronique, et je le sais, que toi, tu parles avec beaucoup de différentes entreprises, des organisations qui vont vendre en ligne, des organisations qui vont moins vendre en ligne. Peux-tu nous dire un petit peu, ça ressemble à quoi? Un mandat, un processus, un diagnostic que tu vas faire quand tu vas rencontrer un client? Si même tu en aurais peut-être à nous parler qui sont dans le domaine du commerce ou du commerce électronique. Je serais curieux de t'entendre ici. Il y a tellement de cas différents. De l'entreprise à la start-up, à une entreprise qui est peut-être selon sa maturité. Mais généralement, c'est des dirigeants, si c'est e-commerce ou sans e-commerce. Ouais. Généralement, c'est les dirigeants qui m'appellent puis qui disent je vais peut-être prendre un exemple e-commerce parce que c'est tellement facile à imaginer. Tout le monde a un volet numérique aujourd'hui. Puis c'est souvent le plateau. On dit regarde, on a atteint un plateau. On sait plus quoi faire. On veut, comme disons, doubler les ventes dans X temps, puis parce qu'on s'est mouillé le doigt, puis on veut juste doubler. Comment on fait? C'est juste que là, en ce moment, on a atteint un plateau. Puis c'est soit qu'on va chercher un consultant, une agence, un consultant, ou s'il y a personne à la barre comme CMO, c'est là que le CMO sur demande ou fractionnel devient intéressant. Donc, je dirais, dans l'e-commerce, là, tu baignes là-dedans, Antoine, là, c'est-à-dire, on ouvre le hood, puis dire, montre-moi tes chiffres, puis c'est souvent tout le temps les mêmes valeurs, les mêmes ratios qu'il faut regarder, ceux d'e-commerce, mais je te dirais, une des premières choses que j'ai besoin, je dis, le côté entrepreneur, il faut parler aux entrepreneurs, c'est comprendre, connaître leur histoire. C'est vraiment les écouter. C'est-à-dire, oui, poser des questions, tout est dirigé, là, poser des questions sur le passé, le présent, mais surtout eux, où ce qu'ils se voient personnellement, où ce qu'ils voient l'entreprise dans quelques années. Puis après ça, le plan d'action, va se dessiner par la suite, puis on va voir clairement, selon leurs ambitions, sur quoi qu'il faut travailler. Intéressant. Et bon, tu parles de plateau. J'aimerais t'entendre ici. Qu'est-ce qui cause ces plateau-là? Est-ce que c'est un enjeu de ressources humaines? Est-ce que peut-être ces dirigeants-là, ces organisations-là n'investissent pas assez dans une plus grande équipe? Est-ce que des fois, c'est un enjeu simplement de connaissance, donc on ne peut pas connaître ce qu'on ne connaît pas? Si tu avais peut-être à nous donner un portrait de ces organisations-là, parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont en train de vivre des plateaux dans leurs organisations, d'avoir un peu de contexte de quelqu'un qui, de l'externe, arrive, a un regard externe et est capable de poser des diagnostics. La question est tellement pertinente et tellement... j'ai envie de te répondre comme toutes ces réponses. Parce que j'ai vraiment vu toutes ces réponses-là. On a tous un niveau de connaissance limité. Même moi, j'ai mes limites, je les connais.
Puis, je m'en vais chercher des partenaires puis des confrères pour compléter. Donc, c'est connaître ces limites-là à l'interne au niveau des dirigeants puis ceux qui gèrent, disons, la division e-commerce. Des fois, les limites de connaissances sont auprès du partenaire d'agence. Donc, souvent, on est une petite e-commerce, puis on se dit, bon, ben parfait, j'ai besoin d'idées fraîches, on va chercher une belle boîte qui t'amène vraiment à un autre niveau, mais tu atteins les limites des connaissances de cette agence-là, que j'appelle souvent des agencettes. C'est parfait, c'est pas péjoratif pour moi. Il faut que tu es tout petit, colle-toi avec peut-être un spécialiste consultant. Tu grandis, va chercher une petite agence qui va pas mettre ses juniors sur ton cas, qui va mettre genre vraiment comme tous les seniors sur ton cas. Puis après ça, ben même les seniors vont avoir atteint leur limite. Ils disent, écoute, je suis peut-être rendu à passer à une nouvelle ligue. Je change de partenaire agence, puis jusqu'à temps il faut tout le temps s'adapter. Donc, des fois, c'est les connaissances des gens. Des fois, c'est tout simplement tu regardes au mauvais endroit. Tu travailles sur les mauvaises choses. Tu achètes du média à n'en plus finir, tu as plein d'acquisitions, mais ton problème, c'est pas l'acquisition, c'est la fidélité, tu sais, auprès, c'est le recurring business. Donc, des fois, c'est tout ça. C'est toutes ces réponses-là. Et toi, ton rôle débute où et se termine où également? Parce qu'habituellement, on veut avoir un consultant de l'externe pour peut-être venir sonner des cloches à l'intérieur de l'organisation, remettre une analyse stratégique, remettre des recommandations. Est-ce que tu te focuses davantage sur ces recommandations, ces analyses-là, ou tu vas également peut-être travailler avec des partenaires marketing dans un contexte d'implantation? Ça dépend, c'est quoi le mandat initial. Du simple consultant qui est du in and out, c'est-à-dire on a un problème, on veut trouver une solution, c'est-à-dire mais un coup que tu as remis ton analyse, que tu as pointé les bobos, puis il y a des opportunités. Tu peux peut-être connecter des gens, mais l'objectif de l'entreprise, c'est de te sortir le plus rapidement possible. Ça, c'est le mode consultation pur. Le mode CMO, c'est que t'es là sur du plus long terme. Donc, c'est selon les effectifs en place. Là, je prends la place c'est comme si un VP, t'engages un VP marketing pour 5e de son temps, disons, et tu gères une équipe. Donc, oui, tu identifies les problématiques, tu fais un deep dive, mais ultimement, c'est beaucoup de formation. Ultimement, tu as du staff en dessous de toi, là. Fait que c'est beaucoup de formation. Il faut que tu montes les équipes en compétences, parce que mon objectif à titre de CMO, c'est d'avoir aussi d'autres clients à travers le temps, c'est de sortir. C'est pas de sortir en 1 mois ou 3 mois, évidemment, mais c'est que si je reste constamment dans l'entreprise à 30% de mon temps, c'est que je fais pas bien mon travail. C'est qu'à travers le temps, je devrais tomber à 25, à 20, à 15, à 10, parce que les équipes ont été capables de prendre le relais. J'ai bien fait le travail de mentorat. Puis donc, il y a toutes ces réponses-là. Je sais pas si je réponds bien à ta question, là, mais c'est soit du in and out à titre de consultant ou vraiment du travail du plus long terme, puis c'est des mandats 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à temps qu'il y ait un VP ou un directeur à l'interne qui peut prendre ma position, puis qui est une bonne nouvelle, puis à la limite, je deviens un consultant aviseur. On m'appelle au besoin, puis je viens 1 fois par mois faire des suivis. Ça fait énormément de sens. Et peut-être tu pourrais me parler un peu, parle-nous peut-être d'un cas pratique, juste pour bien situer notre audience. Donc, demain matin, moi, je suis un e-commerce. Je travaille avec toi, Yannick. J'ai atteint un plateau. Je fais 2 millions de chiffres d'affaires avec mon organisation. J'ai besoin que tu viennes me donner un coup de main. Et je donne cet exemple-là parce que je suis convaincu que beaucoup de gens dans notre audience vont être capables de s'y reconnaître exactement. Comment tu t'y prendrais? Comment tu aiderais peut-être même les gens qui nous écoutent aujourd'hui à dire de comment travailler avec un consultant externe? Tu sais, que ce soit à l'interne ou à l'externe, quand tu atteins un plateau, c'est dire, identifier, le plateau est généralement au niveau des ventes, puis dire, c'est quoi les ratios qui influencent les ventes? Ultimement, si tes visites stagnent, c'est un indicateur. Donc, il faut augmenter le nombre de visites qualifiées. Si ton taux de conversion est en bas des benchmarks, la valeur moyenne des commandes est relativement petite. Donc, il faut identifier, on peut les dire, les taux d'abandon du shopping cart, le coût par acquisition quand tu fais du média, le lifetime value,
de tes clients, à quel point il y en a qui sont récurrents. Il faut tout identifier ça selon ta catégorie d'e-commerce, ton industrie. Il y a plein de benchmarks qu'on peut retrouver gratuitement sur le web. Sinon, c'est des rapports qui sont accessibles. Puis il faut se comparer. Un coup qu'on réalise c'est où que le bas blesse, ben on sait exactement le plan d'action quand il faut. Le problème, c'est le taux de conversion, disons. Donc, si le problème est le taux de conversion, qu'est-ce qui peut influencer ça? Puis les plans d'action, il faut juste les prioriser. Mais ça revient tout le temps aux mêmes métriques, aux mêmes 5 métriques que j'ai mentionnées. Puis, ultimement, ben, celui qui est tout le temps oublié, c'est la fidélisation. On focus tellement sur l'acquisition qu'on oublie de s'occuper de nos clients actuels, d'avoir un programme de fidélisation, juste de recommuniquer avec eux par courriel ou par du reciblage. Mais j'en veux simplifier, mais c'est vraiment le cas. Puis plus que ta business et ta maturité, plus que ça devient difficile, ces métriques-là, parce que là, tu joues dans des décimales d'amélioration, ça devient extrêmement difficile. Puis c'est là, ben, il faut envisager d'autres moyens plus complexes, plus de A/B testing, etc. Mais donc, je sais pas si je réponds bien à la question. Bien sûr, bien sûr. Puis dis-moi, à quel point que ton rôle a changé avec tous les changements qu'on voit présentement? C'est-à-dire qu'il y a énormément d'évolution dans le marketing, que ce soit au niveau des plateformes publicitaires, que ce soit au niveau des outils qu'on a sous la main avec les outils d'intelligence artificielle qui aident énormément de joueurs dans le marketing numérique. Est-ce que cette intégration d'outils d'intelligence artificielle rentre un petit peu dans les mandats que tu peux faire avec certains de tes clients? Oui, dans le sens que c'est la question. La question que tout le monde se pose. Comment intégrer l'intelligence artificielle? Ben, à chaque fois qu'il y a une nouvelle patente, on se dire les affaires. Là, avant, je les ai vues, là, ça fait 20 ans que je vois juste des nouveautés arriver. Puis à chaque fois, il faut se renouveler à chaque année. Là, en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. C'est sûr que dans mon rôle, je dois avoir une opinion là-dessus. C'est nouveau pour tout le monde. On doit tester les plateformes qui n'arrêtent pas de changer de mois après mois. Mais le rôle d'un CMO, c'est de voir quelles sont les opportunités d'intégration de l'intelligence artificielle dans un contexte marketing, dans un contexte d'expérience client. Ultimement, c'est pas moi qui va l'implanter, là. Si on n'a pas de CRM puis on veut travailler sur la fidélisation, ben je vais trouver un partenaire CRM adéquat pour le type de client sur lequel je travaille. Puis sans CRM, mais c'est un peu difficile de travailler l'intelligence artificielle. Donc, c'est de travailler ces points-là. Il faut les connaître, ces jalons-là. Mais ultimement, c'est d'avoir des bons partenaires qui viennent t'appuyer. Moi, c'est les idées, c'est la strat. Puis après ça, pour intégrer ça, c'est soit que je le fais à l'interne avec les effectifs qui sont en place. Quand je suis chanceux, il y a un gars en TI. Quand je suis chanceux, j'ai une équipe, j'ai 3-4 directeurs marketing, mais il n'y a pas de VP, donc je joue le rôle du VP. Des fois, il y a un spécialiste CRM, donc ça dépend des cas, mais oui, en 2025, la gestion de la donnée, l'exploitation de la donnée, puis comment on colle ça avec l'intelligence artificielle, c'est démesuré à la limite. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, en ce moment, il y a tellement de changements. Je rêverais de travailler avec un grand annonceur qui dit, let's go, nous, en 2025, là, on s'ouvre un département R&D, là, puis on teste tout. Dans l'AI, c'est merveilleux, là. C'est, comme je disais, il y a 20 ans, 15 ans, Google apprenait à être Google, il y a 20 ans. On testait tout, tu sais. Puis c'est qu'une course contre la montre. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose, tu sais, OpenAI et tout. Là, tu sais, les GPT de ce monde disaient, on apprend cette bébête-là, puis on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Mais c'est un terreau tellement fertile, c'est temps. Ben oui, c'est clair. Puis toi, de ton côté, comment tu peux rester à l'affût? Parce que là, il y a des gens qui vont vouloir travailler avec toi, il y a des gens qui vont avoir de la demande pour travailler avec toi. Comment tu t'assures de rester à l'affût pour continuer à aider ces organisations-là? Bien entendu, ton expérience parle pour toi, mais les choses vont tellement vite. Je serais curieux de savoir comment tu restes un petit peu à l'affût de tout ça. Ben, il faut lire. Mais tu sais, mais il faut aimer lire. Je trouve ça drôle parce que ma conjointe dit régulièrement, tu sais, parce que je dis, là, je lis pas tant que ça. Je dis, arrête, t'as tout le temps un livre d'affaires, t'as tout le temps tu sais, il y a les livres, c'est souvent comme
sur la stratégie générale, etc. Quand on tombe dans l'AI, les livres sont pas trop récents. Il y en a pas tant que ça qui sont sortis. Donc, c'est s'abonner à tous les types de ressources. J'ai juste ça, des newsletters. Je connais, je m'en vais à différents endroits. Mais c'est surtout différents endroits sur le web pour m'informer dans l'AI et autres nouveautés. Ben oui. Des case studies. Mais sinon, c'est de se coller. Moi, j'aime l'humain. C'est beau la tech, là. C'est cool. Des fois, on est tellement dans la tech qu'on oublie qu'il y a des humains là, derrière, mais c'est de se coller après des humains puis dire peut-être que mon rêve de travailler avec un annonceur qui se lance dans l'AI, mais mettons, tu peux travailler pour une de ces compagnies-là, c'est de me coller à toi, juste puis aller prendre des cafés, puis dire hey, qu'est-ce que tu as appris? En tout cas, garde les trucs confidentiels pour toi, là, mais qu'est-ce que tu as appris? C'est surtout ça. Tu tiens à jour avec les gens, tu tiens à jour avec les nouvelles de l'industrie. À la limite, tu testes tes trucs à la hauteur d'un consultant. Moi, je teste tous les nouveaux gadgets. Donc, c'est une manière de se tenir à jour. Puis sinon, tu restes inactif pendant 1 an sans lire sur les nouveautés, t'es déjà désuet. Tu parles de choses qui sont déjà... c'est old news. Ça fait 1 an. Clairement. Puis, toi, de ton côté, est-ce que tu vas dans ces différents... Tu parles d'être avec des humains, d'être avec des humains. Est-ce que tu gardes vraiment contact dans des événements avec un maximum de gens de l'industrie? Parce que c'est des questions que j'essaie de poser à beaucoup de gens qui viennent sur le podcast. On essaie de se garder à l'affût. On veut consommer des podcasts, lire des livres, comme tu l'as mentionné. À quel point les événements sont revenus un petit peu dans ta routine depuis que tu es à ton compte? Ouais. Je dois t'avouer que les anime. À la place, moi, j'ai souvent aimé assister, mais souvent, j'apprends pas grand-chose. Donc, je m'en vais généralement dans les conférences locales, admettons au Québec, là, c'est pour aller serrer les mains, puis se dire hey, je suis toujours là, je suis toujours dans, j'essaie de te garder top of mind, surtout dans mon cas, que je suis un consultant, donc tous des clients potentiels. J'aime me tenir dans des endroits où ce qu'on trouve plein d'annonceurs, parce que souvent ils se disent les vraies affaires, entre eux là. Ils se disent vraiment, ils disent que les agences sont pas là, on va le dire, là. Hey, on sait pas comment faire. Donc, là, à peu près, quelque part pendant l'été, j'ai animé, panéliste, animateur de panel, une série de VP marketing dans différentes organisations, mais tout ce qu'ils m'ont partagé, là, c'était, à cœur ouvert, puis ils disent clairement leurs difficultés, puis donc, moi, je trouve ça intéressant là. Sinon, c'est des conférences que tu peux prendre sur le web, qui sont accessibles aussi financièrement. Là. C'est une des manières. Bien sûr. Une des manières. Effectivement. Yannick, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on va en savoir un petit peu plus sur toi, sur l'idée d'avoir un CMO sur demande, si on va avoir de l'aide pour notre commerce en ligne, meilleur endroit pour te rejoindre? Le web. Là, c'est sur manuriestratégie.com. Puis, les manuries, il y en a pas trop sur LinkedIn, donc c'est une autre manière c'est assez... j'ai un nom de famille qui généralement les gens retiennent assez facilement. Fantastique. Écoute, je mettrai des liens dans les notes de l'épisode. Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très intéressant cette approche de CMO sur demande en 2024, de voir un petit peu comment ça se met en place, si on fait de l'analyse, des recommandations, de l'implantation. Je vois de plus en plus d'entreprises se tourner vers des acteurs de la sorte. Donc, je suis content d'avoir pu discuter avec toi aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.